Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Bonsoir. Je m'appelle Ngamesi Fallon. C'est moi qui t'ai venu dans votre IB là, que j'ai une histoire à raconter. En fait, voilà mon histoire. Contrairement à celle de la dame qui dit que elle était déjà grande et tout et tout et tout. Moi, cette histoire m'a marqué. J'avais 13 ans, exactement 13 ans. La négligence de certains parents, souvent à confier leurs enfants ou alors à laisser leurs enfants à leurs anciens amis ou leurs nouveaux amis. Voilà ce qui m'arrive donc. Un jour, ma maman recevait une réunion. J'avais 13 ans, je dis bien 13 ans. Ma maman recevait une réunion. Un ancien ami à ma maman est arrivé. Il passait, il ne savait pas qu'on habitait là. Il a vu ma maman. Bonjour ma mère, bonjour, ça commence, c'est ici que je suis habillée. Oui. Ma mère et lui se sont salués et puis ils sont revenus dans la mouvance des choses. C'est déjà ici que j'habite et tout et tout et tout et tout. Le monsieur s'est même assis. Ma mère lui a dit, arrête-toi, non, tu ne peux pas passer comme ça. J'ai la réunion, je ne te donne pas quelque chose. Le monsieur s'est arrêté. Mais le monsieur, au lieu de se concentrer sur la nourriture que ma maman lui donnait et la boisson, commençait à me poser des questions. Où est papa? Je dis papa a voyagé. Il dit tu fréquentes? Je dis oui. Après, ma mère était venue avec les arachides. C'est l'histoire que vous voyez votre frère vient à la maison ou bien votre ami vient à la maison. Il commence à appeler votre fille. Ah, voici ma femme ici. Celle-ci, c'est ma femme. Oh, donne les arachides à ma femme. Ma mère était venue avec les arachides. Il dit à ma question, donne les arachides à ma femme là. Je veux que ce soit elle qui me décortique les arachides. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà la possession. Il commençait à me posséder d'une façon inconsciente. Et ma maman, en acceptant ce fait, ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Elle prend les arachides, elle me donne. Et pourtant, le monsieur dit, donne les arachides à ma femme. Elle devait dire, non. Comment cet enfant ne peut pas être ta femme? Mais comme en Afrique, on prend tout à la légère et tout. C'est comme ça que je décortique les arachides et je les donne au monsieur. Un monsieur qui était notre voisin quand on habitait encore dans un autre quartier et qui avait voyagé pour un pays étranger. Donc, mes parents et lui s'étaient perdus de vue. Quand je finis donc de casser les arachides, il dit à ma maman que envoie l'enfant avec la bouteille, je vais t'envoyer une bière. Dieu merci, nous avons grandi dans un quartier un peu compliqué, donc les enfants d'Ekounou. Moi j'ai grandi à Ekounou. Donc du coup j'étais déjà une petite fille vaillante. Vous connaissez les quartiers Ekounou quoi. Ça avait déjà un peu joué sur nous. Donc il dit donc ma maman, envoie l'enfant avec la bière, envoie l'enfant avec la bouteille. Je vais te rapporter la bière. Maman dit ok. Maman dit prends la bouteille, tu pars avec tonton là. Pendant qu'on marche, je suis une fille qui a ça c'est quelque chose que je m'ai donné. J'ai de grosses fesses vraiment depuis. Et depuis que je suis petite, je suis comme ça. J'ai vraiment de grosses fesses. Donc quand j'étais déjà petite à 13 ans, j'avais déjà des formes qui se dessinaient sur moi. Pendant qu'on montait donc pour aller acheter la bière avec ce monsieur,
il regardait mes formes, il est allé jusqu'à toucher, en me disant, ah, tu as versé de la tomate sur tes fesses. Il tapait, mais j'ai remarqué la façon qu'il regardait en tapant. Nous sommes donc arrivés au bar, qui n'était pas très loin de là. Nous sommes arrivés au bar. Quand on arrive au bar, le bar là, c'était Bonne Maman. Je crois que beaucoup de gens qui ont vécu à Yaoundé connaissent le bar qu'on appelle Bonne Maman à l'époque là. Il va dans un coin, il y a un coin de Bonne Maman qui était obscur. Il y avait toujours un coin là-bas qui était obscur. Il va là-bas, il me dit, viens. La serveuse avait remarqué. Il me dit, viens, et je pars. Il me dit, ok, quand tu vas donner la bière à ta maman, tu reviens me trouver ici. Je vais te donner les yaourts et les chaussures et tout ce que je t'ai apporté de l'euro. Maman t'a dit que j'étais à l'étranger, non? Je dis oui, mais je dis voilà. Va donner la bière à ta maman et tu reviens me trouver ici. Tu ne dis pas à ta maman. Et je vous dis, j'avais 13 ans, mais je faisais déjà une fille de 16 ans, 17 ans, parce que j'avais vraiment du poids et j'avais des formes. Je dis ok, je vais aller donner la bière à ma maman et je vais revenir. La serveuse a vu le geste, elle m'a appelé. En passant, il dit à la serveuse, c'est ma fille, hein? La serveuse a vu le geste, elle m'appelle quand je sortais. Elle me dit, c'est ton père? Je dis non. La serveuse me dit, quand tu ressors là, ne reviens plus ici. Ok. Maman, elle est là-bas à la réunion. Elle reçoit ces gens. Je suis partie. J'ai donné la bière à maman. Je n'ai rien dit à maman. On avait des voisins qui avaient un papa comme commissaire, commandant. Vous savez, les enfants des hommes sont souvent très éveillés. Je suis partie donc, je lui ai dit, ma copine, mon amie là, elle s'appelait Winnie, oui. J'ai dit à Winnie, je lui ai raconté, Winnie me dit, oh, il veut te violer, on part dire à mon grand frère. On est parti dire au grand frère de Winnie qui avait déjà peut-être 19 ans, 20 ans. Il dit, ok, on monte là-bas, on part voir le monsieur. Comme le monsieur avait constaté que j'avais duré, il était parti. Mais il avait déjà pris le programme. Il savait déjà que papa a voyagé. Voilà, ok. 2 jours après, il est arrivé à la maison. À l'époque, j'avais souvent des habits, des culottes, quoi. Toutes les petites filles, leurs parents aiment bien les acheter des culottes jeans. J'avais des culottes jeans. Le monsieur est arrivé, j'étais en train de faire le poisson, comme ma maman m'avait demandé de faire le poisson avant qu'elle rentre. Mais j'étais retournée. Je ne sais pas à quel moment le monsieur a trempé sa main dans mes fesses. Donc moi j'étais retournée, je portais une culotte qui s'était un peu baissée. Le monsieur a mis sa main par derrière. C'est quand il met sa main par derrière que je constate qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je me retourne, je lui dis mais bonjour tonton. Il dit bonjour, appelle-moi chérie. Je dis oh. Il commence à me toucher. Je deviens d'abord glacée là à l'instant. Je n'arrive plus à parler parce que c'est ça, hein, le viol, c'est ça. Je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à rien dire ni à rien faire. Je viens, après, il me dit, où est ta maman? Je lui dis, elle est au marché. Il dit, et ton papa, il n'est pas encore rentré? Je dis non. Il dit, d'accord, voilà les yaourts que je t'ai apportés. Il me donne les yaourts et il me donne 500 francs. C'était un samedi. Il me donne les yaourts, il me donne 500 francs. Il me dit, je vais revenir te rendre visite demain. Ne dis pas à maman. Si je dis à maman, je ne vais plus te garder les yaourts. Je dis d'accord. Il me donne les yaourts et il me donne 500 francs. Il est parti. Quand maman est rentrée ce jour, je n'ai même pas attendu que maman rentre. Parce que j'avais déjà le CP. Quand j'étais au cours moyen 2, quand j'avais le CP, papa m'a acheté un téléphone. Dès que le monsieur est parti, j'ai appelé maman. J'ai dit à maman que c'est là-bas. J'ai dit à maman que maman, voilà ton ami qui était venu ici, qui t'avait acheté la bière là. Mais avant, j'avais appelé papa, j'ai appelé papa qui était à douane. Je dis à papa que papa, il y a l'ami de maman qui est venu ici là. Il m'a touché les fesses, il a mis ses mains dans mes fesses et puis il m'avait amené dans un bar. Il avait dit ceci. Je lui ai raconté toute l'histoire. Après, je redis encore. Il est revenu ici aujourd'hui, il a mis ses mains dans mes fesses, il m'a touché, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mon père appelle directement ma mère, il dit, va retrouver ma fille. Ma mère arrive là à l'instant. Ma mère avait compris que le gars connaissait déjà son programme. Dans ce jour, elle a fait exprès, elle n'est pas partie au marché le lendemain. Comme le monsieur avait promis de revenir le lendemain, puisqu'il savait que c'était dimanche, donc on sera à la maison, il est revenu le lendemain. Et c'était vraiment ce jour qu'il venait faire son affaire. Il est venu ce jour.
avec les yaourts comme il avait prévu, avec un sac. Tu as vu? Avec un sac. Quand il est venu avec le sac, ma maman était dans la chambre. Moi, j'étais au salon en train d'apprêter les choses, quoi. Maman était dans la chambre, moi j'étais au salon en train d'apprêter les choses. Quand il est arrivé, il a commencé à parler parce que lui, il savait qu'à cette heure, maman est toujours au marché. Moi, je suis seule à la maison. Je suis seule à la maison. Mon grand frère faisait troisième, donc il partait. Les cours du week-end, il partait. J'étais seule à la maison. Donc, il a commencé à parler fort, vraiment. Il ne se cachait pas. C'est comme ça que maman entend sa voix. Quand maman entend sa voix, elle sort avec l'eau. Elle lui verse de l'eau. C'est un monsieur Banane. Elle lui verse de l'eau. Elle lui dit, sors de chez moi. Je ne veux plus jamais te voir chez moi. Espèce de sorcier et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ce monsieur est parti. Mon Dieu. Ce monsieur est parti il est parti de la maison. On habitait à Ekono. À Ekono, il y avait un garage qu'on appelait la Sidi. En haut de la Sidi, il y avait un gros bac à ordures. Juste après Bonne Maman, là, en allant vers le marché d'Ekono. Il y avait un gros bac à ordures. C'est là-bas que tout Ekono vidait la poubelle. Quand ce monsieur est parti, je crois 2 jours ou 3 jours après, maman nous a envoyé vider la poubelle. C'est Winnie, ma copine, qui m'avait dit qu'on a dit à son grand frère. C'est elle qui vient, elle me dit, Fallon, viens voir ton gars, viens voir ton mari. Je dis, oh, mon mari. On arrive là-bas. Le monsieur-ci est en train de manger, c'est-à-dire, il mangeait dans la poubelle. Donc, il était devenu fou. Je dis, il était devenu fou, vraiment fou. Et il mangeait dans la poubelle et il avait la veste. Et la veste qu'il avait, c'est depuis le premier jour qu'il était arrivé chez nous, il portait toujours. Il n'avait jamais enlevé la veste là. Donc les 5 ou les 6 jours qu'il avait planifié pour faire son coup, chaque fois qu'il venait, il avait toujours cette même veste de couleur verte. Donc ce monsieur, après avoir raté son objectif sur moi, il était devenu fou. Il est devenu fou, il mange dans les poubelles jusqu'à aujourd'hui. Je suis allée appeler ma mère. J'ai dit à ma mère, viens voir maman. Ma mère est venue voir. Elle a appelé mon père. Mon père a commencé à pleurer. Mon père a commencé à pleurer. Et ma mère aussi. Donc, cette histoire de prendre les chances des femmes, là, moi je dis seulement, ce n'est pas seulement quand une femme est déjà grande. Oui, d'accord. Oui, on se donne nos hommes et tout, mais sensibiliser les parents. Oh, je laisse mon enfant avec les voisins. Je laisse mon enfant avec le cousin. Je laisse mon enfant. Si ce monsieur avait couché avec moi, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour des MGTV. Comme je vous disais, je voulais vous raconter mon histoire qui m'était arrivée. Moi, je suis togolaise vivant au Gabon. J'ai un frère qui est venu s'installer au Gabon ici aussi pour se chercher un peu. Donc, lui, il est coiffeur. Il a son propre salon. Et moi, je travaille comme une ménagère, nous loger. Donc, je sors chaque week-end. Quand je sors le week-end, je pars chez mon frère avant d'arriver là où j'ai loué. Donc, quand je sors chaque week-end, je passe là-bas. Jusqu'à un jour, je découvre un nouveau monsieur dans le salon de mon frère. Quand le monsieur là m'a vu, vraiment, il me regardait. Il me regardait mal. Bon, moi je me suis levée, je suis partie. L'autre week-end aussi, il est là-bas. Week-end prochain aussi, il est là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Un bon jour, un bon week-end. Quand j'ai sorti, j'ai pas allé chez mon frère là-bas. Parce que moi et la fille qui vivait dans la maison est très malade. Elle a fait fausse couche, je l'ai amenée au hôpital là-bas. Et l'hôpital là-bas, on m'a fait l'ordonnance d'aller aux pharmacies pour payer les médicaments. J'ai pris l'ordonnance là. J'ai parti aux pharmacies là-bas. Quand j'ai arrivé aux pharmacies, j'ai payé les médicaments. Dès que je me tourne comme ça, voilà monsieur qui est arrêté derrière moi. J'ai dit, moi-même, j'avais eu peur.
Il me dit, ça va. Je dis, oui, ça va. C'est à cause de toi que je me suis garée. Je dis, ah, tu partais, hein? Il dit, oui. Je dis, ok. Et je sors, il me suit. Il me dit, monte dans la voiture, je te laisse au hôpital là-bas. Parce que moi-même, j'ai vu le voiture là, j'avais peur. C'est une grande voiture. Une grande voiture. Je dis, ah, en tout cas, je vais marcher. Il me dit, non, monte. J'ai monté. Ils sont 3 dans la voiture. Moi, j'ai monté. Il m'amène, il me laisse à la pharmacie là-bas. Monsieur prend mon numéro et il me donne encore 10 000. J'ai dit merci. Moi, j'ai pris 10 000 puisque nous-mêmes, ma soeur est malade. En fait, j'ai pris 10 000. C'est là que j'ai appelé mon frère. J'ai dit à mon frère que c'est comme ça, le monsieur que je parle de trouver chez toi tous les jours, il n'a pas les cheveux dans la tête, mais il vient toujours pour coiffer là. Mon frère dit oui. J'ai dit, il m'a pris en pharmacie là-bas. J'ai dit quand même, il m'a donné 10 000 et il a pris mon numéro. Mon frère dit, ah, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur, même s'il vient coiffer, il paye bien, tout ça là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'écoute l'appel de mon frère, monsieur me rappelle, on se voit quand? J'ai dit, on se voit quand, comment? Il me dit, oui, je vais qu'on part au restaurant là-bas, puisqu'on peut bien causer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand on a sorti l'hôpital là-bas, c'était samedi, dimanche soir, il est venu me chercher à la maison. On a parti Louis. Louis, c'est un bon lieu. On avait parti là-bas. Louis là-bas. Donc, on a parti dans un bon restaurant. Quand on est arrivé, monsieur me demande, je mange quoi? Moi, j'ai choisi ce que je vais manger en fait. Et quand on quitte là-bas, on a bien causé en fait. Quand on quitte là-bas, monsieur me demande, il a oublié de me demander, tu es quoi? Je fais quel travail en fait? Quand on a quitté là-bas, monsieur m'a demandé, tu fais, ah, j'ai même oublié, tu fais quel travail? Je dis, moi je suis une ménagère. Je suis une ménagère et on loge, nous logeons. Il me dit, oh, je vais te faire sortir de là, tu es une belle femme, tu es une belle femme comme ça, ce n'est pas bon d'aller travailler comme ça. J'ai dit à papa, moi je vais venir me chercher au Gabon. Ici, ce n'est pas chez mes parents, ni chez pas chez mon père, ni chez ma mère. Donc, je vais venir me chercher, donc je vais travailler. Il m'a dit, ok. Il m'a laissé, week-end prochain, monsieur m'appelle. Il dit, il veut qu'on sort. Monsieur vient me chercher à la maison. On sort. Quand on est sorti, on est parti au Louis là-bas encore. On a mangé, on a fait tout. C'est là que monsieur me dit, on part chez moi. Je dis, chez toi, c'est où? Il me dit, viens, on part chez moi. Je suis le monsieur. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis le monsieur. On est arrivé à la maison. Ah, vraiment, c'était une grande maison, monsieur. C'était une grande maison. Et puis, le monsieur vivait seul. Il dit, ah, monsieur, tu vis seul? Il dit, oui, je vis seul. Et tu vis seul, mais qui te nettoie la maison? Il m'a dit, il y a une ménagère qui vient et qui repart. La ménagère là ne dort pas. J'ai dit, ok. Et à côté de monsieur, il y avait une voisine là-bas, mais la voisine là dormait déjà. Quand on a quitté, le matin, monsieur vient me déposer à la maison. Le lendemain, c'était vendredi qu'il est venu me chercher. Il m'amène samedi. Et le samedi soir, je pars chez monsieur là-bas. Je l'appelle que j'arrive. Il me dit, il n'y a pas de souci. Et j'arrive chez monsieur. Je toque la porte. Personne n'ouvre pas. J'appelle son numéro. Le numéro ne passe pas. Comme il y a voisine à côté, je demande aux voisines que le monsieur qui vit ici, c'est lui que je cherche. La dame me dit, le monsieur qui vit ici là, il n'est plus dans ce monde. Ça fait déjà 4 ans. J'ai ouvert ma bouche comme ça. Je dis, comment ça 4 ans? Comment ça 4 ans? Hier, j'étais avec monsieur ici. Le matin là, c'est le matin là qu'il m'a amené à la maison. Et le soir là, je l'ai appelé que j'arrive
parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il me dit non, monsieur est mort depuis. Et je n'ai pas cru la dame là en fait. Je suis revenue chez mon frère. Je demande à mon frère que est-ce qu'il a encore vu le monsieur. Mon frère dit non. Mon frère me demande il y a quoi. Je dis oui, c'est comme ça. Quand on était sortis, je suis revenue à la maison. Et le lendemain, quand j'ai parti pour demander d'après monsieur, on me dit que monsieur est déjà mort. Monsieur est déjà mort, ça fait déjà 4 ans. Je ne comprends rien. Mon frère me demande, tu as fait ça avec lui? J'ai dit non, parce que moi j'étais dans mes règles en fait. Donc, on n'a pas fait ça. Mon frère me prend la main. On vient chez la dame là pour bien demander. La dame parle. Et puis, elle parle encore que oui, c'est comme ça qui s'est passé. Si je vais, elle va me donner le numéro de la grand-sœur de monsieur. J'ai dit ok, donne. Quand il donne le numéro, c'était ma patronne. La grand-sœur de monsieur, c'était ma patronne que je travaillais chez elle. Je ne comprends rien. J'ai dit ça là, c'est le numéro de ma patronne. La dame dit, mets le numéro là dans le téléphone de ton grand frère et tu appelles, tu vas comprendre. Et j'ai mis le numéro de ma patronne dans le téléphone de mon frère. On a appelé. Ma patronne a commencé à pleurer. J'ai perdu mon frère, ça fait déjà 4 ans. Maintenant, vous voulez que je fasse comment? Parce que ma patronne ne savait pas que c'était moi. Quand j'ai retourné au travail, lundi matin, j'ai pris tout, j'ai expliqué ma patronne. Puisque ma patronne est tombée malade en même temps. J'ai expliqué ma patronne que c'était moi, que ton petit frère Cédric avait dragué. C'était moi. Je ne savais pas qu'il est déjà mort. On a même fait les selfies là où on est parti pour manger. Quand j'enlève le téléphone pour montrer les selfies à ma patronne, je suis seule. Je suis seule dans selfie. Ma patronne me voit seule. Mais quand moi je regarde selfie, nous sommes 2. Moi je suis avec Cédric. Et quand ma patronne regarde, je suis la seule là-bas. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais dit, c'est ça qu'on te dit, mais c'est déjà mort. Là, il est sorti, il est en train de balader dans tous les Libreville. Sinon, le monsieur est mort, ça fait déjà 4 ans. Monsieur, voilà mon histoire. C'est là-bas que j'ai tombé malade. J'ai tombé gravement malade. Et on m'a pris. On m'a envoyé au pays. L'histoire que je t'ai racontée là, ça n'arrive même pas 1 mois. Ça vient comment on appelle-t-on? Ça vient de finir en fait. Ça n'a même pas encore 1 mois. Tu vois, non, c'est mon histoire qui m'était arrivée. Je voulais te partager ça. Merci beaucoup. Ce que vous faites là, vraiment, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour. S'il te plaît, publie-moi en anonyme. Je ne veux pas donner de nom ni de détails. Ou bien m'attribuer un nom. Si tu veux m'attribuer un nom, attribue-moi anonyme. Désolé pour la voix rauque. Je crois que j'ai un début de grippe. Mais c'est pas ça l'essentiel. Avant de passer à mon histoire, j'invoque ici et maintenant tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres sorciers et sorcières. Tous mes ancêtres libérés, affranchis en moi. Pour faire barrière avec mon sang contre toute personne ou toute énergie voulant entrer ou pénétrer ma vie. Parce que ici, on vient publier des histoires pour édifier, pour éveiller et non pour se faire pour se faire visiter ou marcher dessus par ceux qui ont des énergies négatives. Ça, c'est d'un. Et avant de continuer, j'aimerais dire à tout le monde
qui écoutent DMG qu'il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on côtoie un sorcier. J'invite chacun et chacune de se faire rentrer ça bien profond dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, pour bien comprendre. Alors mon histoire de ce matin, je vais m'en servir pour également essayer d'enseigner avec l'énergie qui m'est donnée actuellement. C'est l'histoire de ma grande sœur. Je vais parler de mon sang. C'est l'histoire de ma grande sœur, ma défunte grande sœur. Parce qu'elle est décédée, ça fait beaucoup d'années déjà. Et son histoire continue par m'interpeller. Ma grande sœur, elle est née une très belle femme. Une femme dotée d'intelligence. Une femme sage. Une femme, je ne veux pas la juger, mais une femme qui aimait, on dit ça comment? Bien vivre, être heureuse. Parce que l'éducation reçue, ou bien l'environnement dans lequel on a vécu étant plus jeune, c'était un environnement, on va dire, bourgeois à l'époque, où tout était facile. Il y avait de l'argent, d'entretien. Il y avait des restrictions, bien sûr. On ne devait pas sortir hors de la barrière. On ne devait pas. Mais tout le nécessaire, on l'avait. De l'art culinaire au vestimentaire, à l'argent de poche, tout ça là, on l'avait. Donc du coup, ma grande sœur, les aînés ont grandi dans cette bourgeoisie-là. C'est les cadets, dont nous les derniers qui n'avons pas réellement vécu ça. Parce qu'en ce moment-là, les parents chutaient déjà en termes financiers. Bon, maintenant, on a une autre sœur d'un autre père, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de cousine. Donc on a une autre sœur d'un autre père qui, elle a ce don de vision. Elle fait des songes, elle fait des rêves, elle fait... bon bref, elle a des visions, elle a des alertes. Maintenant, ma grande sœur, elle était en couple avec un monsieur avec qui ils ont fait des enfants, mais n'ont pas eu la chance d'avoir tous leurs enfants vivants. Donc ce n'est qu'un seul enfant qui est vivant parmi eux tous. Donc du coup, une fois ma grande soeur avait de sérieux problèmes avec son mari. Et elle avait décidé... bon bref, on a fait un conseil de famille pour essayer d'apaiser les tensions. Ma petite soeur à moi, elle n'était pas du tout d'accord de ce ménage depuis le début. Et elle avait conseillé à ma soeur de quitter son foyer pour rentrer à la maison. Mais et à cette époque-là, je me rappelle bien, on avait même, nous les petits, on n'avait même pas encore de rapport sexuel. C'était du genre, on était encore, voilà. Donc, par la suite, moi, quand elle disait à ma soeur, à ma grande soeur à notre grande soeur de quitter ce ménage, vu qu'il y avait des menaces, il y avait des bastonnades, il y avait beaucoup de tensions. Et à cette époque, si j'ai bonne mémoire, elle avait pas encore, elle avait un enfant. Elle avait cet enfant-là qui est vivant. Bon, maintenant, moi j'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit, non, ça ne sert à rien que tu quittes ton ménage, parce que le mariage, de toutes les façons, tu le sais, c'est pas facile. L'exemple avec nos parents, l'exemple tout autour de nous, mais ces mamans-là sont toujours restées pour leur progéniture et ont fait profil bas pour pouvoir avoir les yeux sur leur progéniture. Vu que son mari était dans l'armée,
Donc, c'était pas évident pour elle de récupérer son enfant et Jean dit, je m'en vais avec mon enfant, tout ça. Et moi, je voulais pas qu'elle laisse mon neveu là-bas. Bon, peut-être 2 ou 3 jours après, c'est ma soeur de notre père qui carrément échange avec notre mère et notre défunte sœur en lui disant que en songe, elle a reçu ceci. Et elle avait fait carrément une lettre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de téléphone, SMS, machin, truc. Elle a fait une lettre pour dire exactement ce qui lui avait été révélé. Que vas-tu lui dire que tout dépend d'elle. D'accord? Tout dépend d'elle. C'est elle qui a tout en main pour que tout fonctionne bien. Et elle doit tout faire fonctionner bien. Parce que si elle s'amuse à ne pas tout faire fonctionner bien, elle a pour 1 an et elle va perdre la vie. Va-tu le lui dire? Il y avait d'autres paroles et tout que je m'en souviens plus malheureusement. Mais j'ai cette partie importante là du texte dans ma tête. Et par la suite, ma soeur elle est restée dans son ménage. Et en ce moment, chrétien catholique, c'était les prières. C'était les prières. Donc moi j'avais dit à ma soeur de faire la neuvaine de Marie qui défait les nœuds, de prier. Par moment quand on causait, elle me disait « Oh, ton beau me dérange, c'est quand je suis en prière qui vient faire des problèmes et tout. » Moi je lui disais « Non, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit à la maison pour prier. Quand il sort travailler, tu restes concentré, tu fais ta neuvaine et voilà, tu verras le changement. » Bon bref, j'essayais de la motiver comme je pouvais, de l'accompagner. Et puis après, 1 an après, ma soeur elle est décédée effectivement. Ah, la vie. 1 an après, ma soeur elle est décédée. Et c'est quand ma soeur décède que je me rappelle une fois de plus mot pour mot de la lettre qu'elle avait reçue. Et ma soeur de notre père lui avait dit. Excuse-moi DMG, on a été coupé quelques minutes. Donc du coup, comme je disais, 1 an après, ma soeur elle est décédée. Elle est décédée de suite... non, je pense que c'était plus d'1 an après qu'elle est décédée. Parce que après les problèmes dans son ménage, elle m'avait confié qu'elle voulait encore être maman. Donc du coup, j'avais pas mon mot à dire vu la jeunesse. Elle était en couple, donc c'était normal pour moi. Après, comme je disais, elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde un garçon qui malheureusement est décédé quelques temps après. Il n'a pas fait 2 ou 3 jours sur la terre avant de rentrer. Et lors de son accouchement, vu que c'était par césarienne, c'était pas césarienne, vu qu'elle avait beaucoup de difficultés d'enfanter. Donc du coup, c'était les césariennes qui étaient pour elle. Les précédents accouchements, elle accouchait normalement, mais les 2 derniers, c'était les césariennes. Bon, maintenant, par la suite, on a découvert qu'elle avait un problème au niveau de son appareil digestif. On a essayé de l'opérer en même temps après la césarienne pour essayer de stabiliser son organisme et tout. Et apparemment, 1 an après, ça a lâché, vu que c'était l'estomac, un truc comme ça. 1 an après, ça a lâché et ma soeur en est morte. Et elle meurt parce que c'était une femme très forte. Elle était forte de caractère, elle était forte d'esprit. Quand elle décède, c'est difficile à digérer parce que elle était passée par beaucoup. Elle était passée par beaucoup et elle s'en sortait toujours. Donc du coup,
Nous, même son mari, quand elle avait déclaré à son mari être malade, il avait pris ça pour un jeu parce que, voilà, il savait qu'il connaissait sa femme, donc il se disait que non, ça va passer, ça va passer. Malheureusement, c'est vrai, c'est passé, mais c'est passé par la mort. Donc, un an après, elle est décédée, un an et plus après, elle est décédée. Quand elle décède, on fait le nécessaire, on l'enterre. Son mari avait laissé qu'on l'enterre dans notre village à nous. Voilà, on l'a enterré dans notre village à nous. Je ne veux pas rentrer, ça c'est une autre histoire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était de commun accord. On l'enterre dans son village à nous. Et quelque temps après, elle va voir ma soeur de notre père pour lui dire que, parce qu'on la pleurait beaucoup, on était vraiment, voilà, c'était vraiment un grand coup, vu qu'elle n'a même pas mis long dans la maladie, elle est décédée. Donc elle a à peine, elle m'appelle moi pour me dire que si tu entends que je suis morte, ne sois pas étonnée, je me sens pas bien, ma soeur, je vais pas bien. Et moi, comme d'habitude, je la réconfortais en lui disant non, c'est la maladie, ne te laisse pas faire. Ça va aller, comme tu te traites, tu vas à l'hôpital, oui, ça va aller et tout. Et le jour où on l'interne, le jour suivant, elle décède. Donc après l'enterrement et tout, elle va donc voir ma soeur de notre père. Donc ma soeur lui dit que on doit cesser de la pleurer. Et que quiconque s'amuserait à venir la réveiller, à chercher à la réveiller, à l'enlever de là où elle se trouve, eh bien il va écoper. Parce que où elle se trouve, elle est bien. Elle allait dire à une autre que là où on l'a enterrée, c'est là où il fallait qu'on l'enterre parce qu'elle est à proximité de notre grand-mère. Et elle est bien. Donc du coup, l'histoire est passée comme ça. Je pense que c'est la fin de mon histoire. Mais la remarque que je vais faire, c'est que ma soeur d'une autre mère, elle a une autre vision de la vie. Et pour moi, maintenant, c'est la meilleure. Elle n'est pas que dans le monde physique. Elle est dans les deux mondes, ou dans les trois mondes. En fait, elle est dans tous ces mondes-là. C'est une personne qui a une autre vision de la vie. C'est une personne qui n'a pas peur de la mort. C'est une personne qui voit les morts. C'est une personne qui... c'est une personne spirituelle. C'est tout ce que je peux dire. Elle est très spirituelle. Et elle passe le temps à éveiller. Donc du coup, je vais me servir d'elle pour nous éveiller, nous tous. Parce que je me rends compte que en écoutant DMG, j'écoute DMG, ça fait beaucoup d'années déjà, plus d'un an, en tout cas 2 ans et plus. Et c'est vrai que j'ai fait une trêve, j'ai fait un moment de pause, et ce moment de pause, c'était pour rentrer en moi-même. Je me fais taire ces détails-là. Et j'ai fait la remarque que beaucoup d'Africains viennent chez DMG se plaindre. C'est beaucoup plus des plaintes que des solutions, en fait. On se plaint de la sorcellerie, on se plaint de la vie qui va pas. Il y a des histoires de plaintes. Beaucoup se plaignent. Et ma soeur de notre père, elle également, elle écoute DMJ. Et chaque fois qu'elle écoute DMJ, elle rit seulement. Quand elle écoute DMJ, elle me fait des commentaires, elle me dit, ils n'ont rien vu encore. Ne rentrez pas dans votre spiritualité africaine pour aller suivre la spiritualité des autres en pensant que c'est celle-là qui va vous sauver. Combien de personnes se sont fait délivrer dans les histoires de DMJ, sont allés voir les prêtres, les pasteurs, les machins, trucs, et après, c'est pas toujours au top. En fait, moi je dis ce qu'elle dit, le message, c'est que
elle me fait savoir que toutes les personnes qui ont des problèmes spirituels, qui sont attaquées spirituellement, de la plus violente des façons comme de la plus paisible des façons, c'est parce que ce sont des personnes qui sont hautement spirituelles. On attire à soi que ce qu'on est. Ce sont des personnes qui sont hautement spirituelles. Mais parce qu'elles sont inconscientes de la puissance qu'elles ont en elles-mêmes, eh bien, elles se font attaquer par des bourreaux. Parce que quand j'ai commencé, j'ai bien dit, il faut jouir d'un bon équilibre quand on côtoie un sorcier. Elle me fait comprendre que le sorcier, c'est quelqu'un qui est là, le mauvais sorcier. En fait, c'est quelqu'un qui est là pour te rappeler que tu as une entaille en toi, tu as une blessure en toi, une blessure spirituelle. Donc, la blessure spirituelle commence généralement par une entaille, par juste comme une petite lame qui t'a, comme une écorchure. Et le sorcier, lui, c'est quelqu'un qui, quand il voit cette écorchure dans ton esprit, ou bien cette fine plaie-là, il vient l'agrandir. Si tu es quelqu'un d'éveillé, spirituellement, si tu es quelqu'un qui est hautement connecté à tes rêves, tu es hautement connecté à toi-même, à ton âme, parce qu'elle me dit l'âme c'est Dieu. Il n'y a pas une autre façon de voir Dieu que de voir Dieu par son âme. Et elle me répète chaque fois, tu es Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu. Donc, ça passe par l'âme, tout passe par l'âme, que ce soit par les rêves, que ce soit par les songes, que ce soit par la vie quotidienne, tout fait partie de la vie, tout est la vie est le tout. Donc Dieu est partout, Dieu est en tout. Il n'est pas forcément dans les églises, il n'est pas forcément à la Mecque ou bien non. Il est dans la feuille, il est dans l'air, il est dans l'eau, il est dans le carreau à la maison, il est dans les murs de la maison, il est partout, il est en tout, il est le tout. Donc maintenant, si tu es quelqu'un d'éveillé, spirituellement, tu seras cette personne qui sera toujours alertée et qui pourra vivre dans les deux mondes de façon équilibrée. Donc je vais pas tirer mon histoire, mais j'ai parlé ici de l'histoire de ma soeur qui est décédée, que son âme soit vivifiée. Et je peux faire que chacun sache que la sorcellerie n'est pas une mauvaise chose. C'est l'usage de la sorcellerie qui est équilibré ou déséquilibré. Mais la sorcellerie, en elle-même, c'est la sorcellerie. Dans les sorts, sorcellerie, sorcier. Celui-là qui a la maîtrise de lancer les sorts. Sorcier. Il faut que chacun comprenne de sa façon. Donc, c'est celui-là qui est en même de lancer les sorts parce qu'il maîtrise la magie. Il maîtrise l'équilibre. Celui qui est mauvais sorcier maîtrise la magie ou bien la sorcellerie du bas astral et ne peut jamais aller vers le haut astral. Pourtant, celui-là qui est du haut astral est celui-là qui dompte l'énergie du bas astral, s'en sert pour le haut astral, donc pour faire tout ce qui est équilibré, c'est-à-dire traiter des maladies, faire enfanter des femmes, traiter la stérilité, rendre secret ce qui doit être pour que celui qui est initié, donc qui a un esprit en même de supporter une initiation, puisse s'en servir, parce que c'est pas, on ne fait pas savoir à tout le monde toutes les choses. C'est par étapes. Et la vie spirituelle, c'est pas une vie d'eau douce ou bien de calme. Non, c'est une vie de perpétuel éveil, parce que nous sommes des dieux. Nous devons toujours être en éveil pour toujours hautement être spirituel et manger les dieux, entre guillemets, c'est-à-dire danser la danse des dieux, parce qu'on est sur la terre pour danser la danse des dieux. On est sur la terre pour être éveillé. Tant qu'on ne s'éveille pas,
on va perpétuellement mourir et revenir toujours dans l'inconscience et toujours être en train de pleurer. Oh, mon oncle est sorcier, il est venu. Oh, ma vie, ma chaîne, tout comme j'écoute. Non. À un moment donné, il faut dire stop et s'éveiller. S'éveiller. Je viendrai peut-être une autre fois si j'aurai l'autorisation avec ma soeur d'une autre mère, si j'aurai cette autorisation-là à venir parler d'autres de ces histoires, parce que comme je vous le fais savoir, c'est une personne qui est hautement spirituelle. Aujourd'hui, elle est maman. Hein. Elle est maman, elle a ses enfants, elle vit sa vie. Mais si tu n'es pas proche d'elle, tu ne peux pas savoir. Mais si tu es quelqu'un d'éveillé aussi spirituellement, tu sauras. Parce que elle parle en... Quand elle veut te faire parfois comprendre quelque chose et que tu n'es pas prêt spirituellement, elle te parle en adage. Ou bien elle te parle en sous-entendu. Mais quand tu es quelqu'un qui est éveillé spirituellement, elle t'éveille encore plus, elle te fait comprendre. La compréhension, la connaissance. Donc elle te fait prendre cette connaissance-là pour que tu sois conscient de là où tu te trouves, de qui tu es. Bon, DMG, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'en prie, publie-moi. Je dis ton groupe ou bien ta plateforme. C'est une plateforme d'éveil. J'invite chacun de nous à s'éveiller, pas seulement à aller toujours se confier aux uns et aux autres, c'est-à-dire à ceux-là, entre guillemets, qu'on pense qu'ils sont hautement spirituels que nous-mêmes pour pouvoir gérer nos problèmes. Parce qu'on ne sait plus dans ce monde qui est qui, malheureusement, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les imams, les machines. On ne sait plus réellement qui est qui. Et très souvent, avant d'aller voir un maître spirituel, on est guidé. Donc notre âme nous guide vers qui on doit aller. Mais comme on est de nos jours, on est une jeunesse qui est très embourbée dans la distraction. Surtout nous les Africains, on est plus dans la distraction que dans la construction. Parce que j'ai fait la remarque, par exemple, dans ton groupe, tu éveilles, mais tu vas voir les likes ne suivent pas. Pourtant, tu éveilles. Mais tu vas voir, par exemple, une vidéo où c'est pas pour insulter, mais c'est une remarque. Tu vas voir une vidéo où c'est l'une de nos stars qui fait des vidéos de rire ou de moquerie. Tu vas voir 1000 likes, 2000 likes, 1 million de likes, machin truc. Donc pour dire que nous les Africains, on n'a pas encore gagné ou bien retrouvé cette énergie de construction, de reconstruction ou d'éveil. On est toujours dans la distraction, on est toujours en train de se confier aux autres. Pourtant, on a en nous l'énergie nécessaire pour vaincre nos peurs, pour vaincre nos problèmes et faire des choses encore plus splendides que ce qu'on voit dans le monde physique. Merci DMJ. Merci de partager, liker et de commenter s'il y a des commentaires à faire. S'il n'y en a pas, merci quand même. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. La 3e histoire, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma soeur. Elle me dit qu'elle a rencontré un homme sur les réseaux sociaux, un footballeur en herbe. Il venait de signer un contrat dans un club. Le gars devait voyager. Le gars l'invite donc d'abord dans un restaurant de la place à Yaoundé. Quand le gars l'invite, ils arrivent, ils mangent bien. Après, la fille lui dit, ah, comme je vois que, parce que le gars avait commandé les feuilles. La fille dit, ah, comme je vois que tu aimes les feuilles, ma cousine, je vais donc te faire le coq un jour, tu vas manger. Il dit à ma soeur que, ah, tu sais faire le coq. Le coq, c'est la nourriture traditionnelle des gens, des bêtis, en fait, les Ewondo. Les Ewondo aiment bien. Elle dit, oui, j'aime le coq et tout, et tout, et tout. Le gars monte de l'intérêt pour ma cousine. Et elle aussi, elles se sont flattées et tout. Ils commencent à causer. Ils causent, ils mangent bien. Après, le gars reçoit un coup de fil. Après, il dit à la fille, ok, viens, on part, je te raccompagne. Comme ça, sans transition, sans rien, comme ça que viens. Alors, je te raccompagne, il faut que je parte. Alors, ma cousine, ils se sont placés en route. Il dit qu'ok,
On attend le taxi alors que tu as la voiture. Il dit que non, j'ai un ami taximan. Un ami qui a le taxi, c'est lui qui va te raccompagner chez toi. C'est un show de 14 heures. Alors, le taximan arrive. Le gars entre ses mains. Il n'a plus parlé à ma soeur. Il a ouvert la portière de derrière. Il a dit entre. Il a fermé la portière. Il est reparti. Il commence à rouler. C'est où ma soeur se rend compte que est-ce que j'ai même donné la destination au gars? C'est celui-là qui se rend compte que est-ce que le gars que j'ai même vu connaissait même ou savait même où j'habite, parce qu'il ne savait pas où j'habitais. Elle se donne toutes les questions là comme ça parce que c'était étrange. Après, elle se rend compte que le gars change de direction. Elle demande au chauffeur que le chauffeur, ce n'est pas ici pour arriver chez moi. Et même si tu veux passer ici, le chemin c'est trop long. Le chauffeur ne parle pas. Il regarde seulement pour le rétroviseur. Il ne parle pas. Elle voit qu'ils sont en train de foncer dans un chemin sans bizarre. Et elle ne parle pas. Après, on amène ma soeur ici dans une maison. On l'attache les mains derrière. Les mains et les pieds sont liés derrière. Elle se rend compte qu'elle est dans un mauvais truc. Elle commence à prier. Et le chauffeur dit appelle au téléphone. Donc, il appelle la fille, le gars que ma cousine a contacté sur les réseaux. Il appelle le gars pour dire que le colis est déjà prêt. Fais-moi le dépôt. Avant que je ne prenne parce qu'il a dit avant que je ne prenne ses organes, fais-moi le dépôt. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que le taximan a dit. Après, le gars dit ok. Elle est restée là de 16h jusqu'à 22h attachée comme ça. Après, vers 22h30, le taximan ne reçoit aucun dépôt. Il appelle encore le numéro du gars. Le numéro du gars ne passe plus. Il appelle, le numéro du gars ne passe plus. Alors, il détache ma cousine qui était déjà nue. Il dit à ma cousine que sors, tu pars chez toi. Si tu racontes cette histoire à quelqu'un, je viendrai te prendre, peu importe où tu seras, et je te tuerai. Alors ma cousine effrayée, elle court de toutes ses forces nue. Et quand elle court nue, où il y a les herbes partout dans une brousse, elle arrive, elle voit une maison dans un bosquet. Elle court, elle toque. Quand elle toque, il y a un monsieur qui sort avec des tatouages partout. Tu vois un peu les gars gangsters et tout. Quand elle voit le gars, elle dit que ouais maman, je quitte d'où pour encore venir tomber où et tout. Après, elle entend la voix d'une femme qui dit que ouais, et donc là non. Le gars avait dit non, les filles aiment trop la facilité. Donc, une façon de dire que le gars était habitué à ce que les filles viennent toquer à sa porte à ces heures-là. Le gars ne voulait pas que ma soeur entre chez lui, mais la femme a tellement supplié. Alors, ma soeur est entrée. Elle arrive à l'intérieur, on a donné la bière à ma soeur. Il a commencé à conseiller ma soeur là. Il a dit ok, je vais te ramener chez toi. Il a ramené ma soeur chez elle la même nuit. Le lendemain matin. Après, peut-être 2 ou 3 semaines après, elle a changé de numéro. Elle voit un numéro inconnu qui l'appelle, qui lui dit que je te dis que si le jour que tu parles de cette histoire, je te tuerai. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas qui a donné le numéro au gars, mais le gars avait appelé. Elle panique alors. Elle dit que c'est depuis ce jour qu'elle n'a plus jamais répondu à un numéro inconnu. Des années après, peut-être même 10 ans, non, 10 ans plus tard, elle revoit le footballeur là, dans un bus à touristique. À touristique. Il passait. Quand elle appelle le gars regarde, il enlève les yeux. Voilà comment ma soeur a raté la mort. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG TV. J'espère que tu vas bien. J'espère que la famille DMG aussi va bien. Et comme on dit toujours, likez, partagez, abonnez-vous, agrandissez la famille. Ça fait longtemps que je te suis depuis 2022. Chaque fois 2022 ou 2021, chaque fois j'écoute les histoires. Souvent je suis au boulot, mais
j'ai pas tout le temps de pouvoir raconter. Alors que j'ai pas mal de petites histoires que j'ai vécues ou d'histoires qu'on m'a racontées. Ok. Je sais pas, il y a tellement d'histoires. Bon, je vais choisir une histoire. La première histoire, actuellement je vis en France et quand j'étais encore plus jeune, j'habitais dans le sud de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'étais dans le sud de la Côte d'Ivoire et je suis allée une année fréquenter chez ma soeur dans le sud-est, plus précisément au niveau de la frontière du Ghana. Donc là-bas, il y avait pas mal de nationalités qui étaient représentées, Ghanéens, surtout les Ghanéens et les Togolais. Et il y a un ami de ma soeur qui souvent venait à la maison, il expliquait des histoires, des vécus soit de son voisin ou des gens autour de lui. Bon, bref. Et là, il a expliqué une histoire comme ça que une fois, il y a deux frères qui aimaient tellement, excusez-moi, qui aimait tellement les sorties de nuit là. Il aimait tellement sortir. Et à chaque fois, ils sortent, ils vont dans les boîtes de nuit, ils rentrent à 2h du matin, ils rentrent à 1h du matin, tout allait bien et tout. Et souvent, ils ont les grands-mères qui leur disaient, ne rentrez pas trop tard la nuit, ne rentrez pas trop tard la nuit. Mais bon, ils ne faisaient qu'à leur tête, ce sont les jeunes à l'époque, c'était la fête et tout. Et une fois, ils sont allés à un bar, ils étaient venus, je dirais pas sous, mais ils avaient bu. Et ils ont marché, c'était à 2h du matin, ils ont marché. Ils chantaient, en tout cas, c'est eux qui ont expliqué l'histoire parce que je sais pas s'ils vivent encore, mais c'est eux qui ont expliqué l'histoire au tonton en question. Ils marchaient et quand ils sont arrivés au niveau de leur maison, il y a l'un des frères qui dit qu'il va uriner. Donc, il y avait un caniveau qui était là et il a uriné. Et au moins, il urinait. L'autre a commencé à marcher au fur et à mesure. Vu qu'ils n'étaient pas trop loin de la cour, donc l'autre continuait au fur et à mesure. Le temps que son frère finisse, de toute façon, il était déjà devant la cour. Il allait rentrer. Et quand il arrive, celui qui continuait, quand il arrive au niveau de la maison, il y avait un arbre, un manguier ou je sais pas. Et quand il arrive, il voit un monsieur qui est assis sous le manguier. Et quand il a vu le monsieur, il a dit « Ah !» Et il appelle son frère. Ah, il appelle son frère. Il dit « Viens, fais vite, n'a pas encore fini, fais vite. » Parce que j'ai attrapé celui qui vole les poulets des grands-mères. Parce que tu sais, au village, chez nous, en Afrique, souvent, on élève les poulets à l'air libre et souvent, c'est sous les arbres, plutôt sur les arbres la nuit que les poulets là dorment et tout. Donc, il dit à son frère, viens vite, viens voir, il y a il y a le grand frère il y a quelqu'un qui est sous l'arbre. Je suis sûre que c'est lui qui vole les poulets de la grand-mère, fais vite. Et l'autre, il a dit, oui, j'ai fini, j'arrive. Et là, il s'est rapproché du monsieur. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Le monsieur n'a rien dit. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Le monsieur ne parle pas, il dit rien, il est assis. Au moins, il a voulu soulever. En tant que son frère est venu le rejoindre, au moins, il a voulu soulever le monsieur Jean, disant, parce que le monsieur était assis, il a voulu attraper sa main pour le tirer, pour dire, lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, tu voles nos poulets. Le monsieur a crié. Il a dit ce que... Non, pas même crier d'abord. Le monsieur s'est levé. Et il a dit ce que tu peux pas soulever. Ce que tu peux pas descendre. Faut pas soulever. Et il s'est levé. Il a comme ça rugi. Que le monsieur a fait un cri de lion. Qu'il a rugi. C'est ce bruit-là qui a réveillé la grand-mère. Tu sais, nos grand-mères, et puis bon, souvent quand elles sont protectrices et tout, la grand-mère s'est levée. Des fois, peut-être qu'elle était mystique, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a entendu le bruit, elle s'est levée. Et là, ils ont commencé à courir. Heureusement, ils étaient devant la porte. Et quand elle a ouvert la porte, là, et puis, elle dit, mais qui est-ce qui est en train de vous suivre? Eux n'ont pas vu quelqu'un derrière, mais en fait, le monsieur est en train de suivre. Et je pense qu'il a vu la grand-mère, il a dû se rétracter. Et ils sont rentrés. La grand-mère a dit, vous avez eu la chance. Aujourd'hui, peut-être que le monsieur, il allait vous tuer. Ce n'était pas un être normal comme nous, mais c'était un esprit en fait. Et ils sont allés consulter le lendemain
On leur a fait des médicaments pour le laver et tout. Ils sont allés consulter. Et quand ils ont consulté, on leur a dit que, en fait, c'était un esprit un génie de l'endroit. Et ils trouvaient qu'à chaque fois, les jeunes, vu qu'ils descendent à 2 h du matin, ils faisaient des bruits. Souvent même, ils pissent dans le caniveau. Alors que les caniveaux, les endroits sales, là, souvent les esprits sont là les nuits et tout. Donc, ils pissent dans les caniveaux, ils pissent sous l'arbre et en temps, à cette heure, eux, ils sont là en fait. Donc, souvent même, ça arrive que peut-être ils pissent sur eux. Donc, le gars, l'esprit est venu ce jour-là pour leur donner une leçon. On dit depuis ce jour-là, les jeunes, là, à 21 h, ils rentrent. C'était ça ma petite histoire. Et en tout cas, j'ai plein d'histoires de ce genre mystique et tout. En tout cas, ils ont vraiment eu la chance parce que le monsieur, on dit ce que le féticheur, il a dit, que sans le consulter, il a dit qu'il était venu pour leur faire du mal. Parce que c'était trop, en fait. Donc, j'espère que je viendrai encore pour plusieurs histoires. Portez-vous bien, likez, partagez, abonnez-vous et bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Allô, bonjour DMG. Je reviens, bonjour à la famille, bonjour à tout le monde, ceux qui vont m'écouter, que ce soit la journée ou bien le soir. Je reviens une fois de plus avec une histoire qui s'est passée dans ma famille, que j'ai vécue. J'ai un petit frère, c'est le fils à mon oncle. Il était avec sa copine. Ils ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans. La copine est arrivée à tomber enceinte. Ils habitent à Pointe-Noire, là où il y a la mer, notre deuxième ville du Congo-Brazzaville, du Congo. Ils sont allés voir, en cherchant, ils sont allés voir un papa là-bas à Pointe-Noire qui a fait le travail. Après, ils sont revenus. 1 mois, 2 mois, la femme est tombée enceinte. La femme est tombée enceinte. Après, elle a mis au monde. Je te dis, j'ai une très belle petite fille. Comme mon cousin est brun, vraiment, tu vois, c'était comme un bébé métis. L'enfant a grandi 1 année, 2 ans, 3 ans. À son 3e année, l'enfant s'amusait avec les autres enfants dans la parcelle, là où ils habitaient maintenant. La fille, quand elle est tombée enceinte, elle est venue vivre avec son homme. Les enfants étaient en train de s'amuser. Arrivé vers les 17h, 17h30, la fille a commencé à chercher l'enfant pour la laver et tout. L'enfant, on ne voyait pas l'enfant. Ils ont demandé aux autres, mais vous étiez avec l'autre. Mais l'autre est passé. Oh, maman, on ne sait pas. On cherche. Ils vont partout, dans les commissariats, partout, dans les hôpitaux, partout. Peut-être que l'enfant était sorti. L'enfant avait eu un accident, ils sont partis même à la mort, il n'y avait personne. Ils ont cherché, il n'y avait personne. Nous, comme nous sommes à Brazzaville, la nouvelle est venue. 2 jours après. 2 jours après, la nouvelle est venue. Votre frère là a perdu son enfant. L'enfant là, on ne le voit pas. C'était des problèmes dans la famille d'Enji. Oh, c'est la sorcellerie, c'est la famille de la femme, c'est la famille de monsieur, tout. Comme ses papas étaient ici à Brazzaville, il fallait envoyer les gens pour enquêter là-bas 1 semaine après. L'enfant ne se faisait pas voir partout. Il partait dans les prières. Oh non, l'enfant qui est vivant, donc voir les gens par là. Ils ont oublié qu'ils étaient partis chercher l'enfant là chez un féticheur. Après, quand les gens sont montés à Pointe-Noire, ils sont allés chercher maintenant, ils sont allés voir quoi, chercher qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés voir un pasteur, le pasteur a dit, le monsieur et la dame là chez moi. Le couple est parti là-bas, il a dit au couple, avant d'accoucher cette fille, vous étiez partis où? Ils sont regardés, vous étiez partis où? Ils sont regardés. Comme c'était un secret dans le couple, personne ne savait. Il a dit, retournez là où vous étiez partis. Ils se sont rappelés qu'avant d'avoir cet enfant, ils étaient partis quelque part. Ils ont dit à son papa qui était parti après. Non, on était partis comme ça. Ils sont partis voir le monsieur. Dès qu'ils sont rentrés dans la parcelle, le monsieur les a vus. Je savais que vous allez venir. Oh, notre oncle était hébété.
Ils sont rentrés dans la maison, on leur a donné les chaises, ils sont assis. Ils s'assoient. Le monsieur dit, bon, vous êtes venus parce que vous avez perdu votre enfant. Quand vous étiez venu faire le traitement ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'après la naissance, une année après, il faut venir avec l'enfant ici. J'ai des cérémonies à faire. Mais vous avez oublié. Moi, en ce moment, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. L'enfant n'est pas mort. L'enfant est reparti là où il était venu. Là où vous l'aviez pris. Elle est repartie là-bas. Notre enquête est bêtée. Le papa dit non, papa, faut pas faire ça, essaie un peu, tout. Le monsieur a dit non, le féticheur a dit non, il n'y a pas moyen. Il devait revenir avec l'enfant une année après, faire les cérémonies, mais ils ont oublié. Et au moment où ils parlaient, là, la femme était encore enceinte de leur deuxième enfant. Il dit, en ce moment, ta femme est enceinte, la fille est enceinte. Avec l'enfant là, elle va garder. Mais le premier là, comme elle n'était pas revenue pour faire les cérémonies, donc l'enfant est parti. Donc DMG, quand le papa est revenu en Brazzaville, il a rendu compte, non, là où j'étais parti comme ça, il a engueulé son fils. Toi, tu savais qu'avant que ta femme puisse s'accoucher, vous partez n'importe où. Vous avez fait des pactes là-bas. Au lieu de honorer ce que vous avez fait là-bas, vous avez venu seulement accuser les gens de la sorcellerie. Et la famille était divisée et tout. Donc, c'est ça. Après, c'est fini. Jusqu'à présent, même je te dis, on n'a jamais revu cette petite. Ça fait, je peux dire, c'était vers les années 2000. Hein? Oui, les années 2000. C'était vers les années 2000 jusqu'à présent. Mon petit frère là, il est toujours avec sa femme. Ils ont maintenant 4 enfants. Leur première fille est partie comme ça, disparue dans la nature comme ça. L'enfant est resté seulement sur les photos. Vraiment, c'est triste. Et le moral, c'est quoi? Quand vous allez, le couple, souvent, quand il y a des difficultés d'avoir des enfants, on va par-ci, par-là, chez les gynécologues, partout, chez les fétichières. Il faut respecter ce qu'on vous dit là-bas. Parce que quand vous êtes parti pour chercher quelque chose, il faut savoir, c'est pas le pasteur. Hein? Même le pasteur, quand il fait les prières, tu tombes enceinte, tu te dis, viens toujours remercier Dieu. Tu viens toujours témoigner à l'église. C'est une façon de remercier, de reconnaissance. Donc, il faut toujours respecter ce que vous êtes convenu avec soit le pasteur, soit le féticheur. Parce que nous sommes en Afrique. C'est tout, DMG. Ciao, à la prochaine. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo. Partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.